Je vous convie donc à voir seulement. Je vous prie de tout oublier alentour, de ne rien espérer d'autre, de ne regretter rien de plus. Ainsi parle Ségalen, à l'orée de Peinture, qui est un livre qu'il publie en 1916 et dans lequel il s'exprime librement sur la peinture chinoise. C'est aussi de cette manière-là que Ségalen aurait pu présenter toute son œuvre. Tout peintre, tout écrivain, tout artiste, évidemment, veut donner à voir. C'est assez banal, a priori. Ségalen, pourtant, n'est pas un écrivain ou un artiste comme les autres. C'est un homme d'une richesse personnelle extraordinaire. Il est aussi médecin, voyageur, ethnologue, archéologue, et vous allez voir que comme écrivain, il est romancier, essayiste, homme de théâtre, poète. C'est donc vraiment un homme qui a réalisé des choses dans les domaines les plus variés et d'une manière extrêmement compétente. Alors, cet homme se disait né pour vagabonder, voir, sentir tout ce qu'il y a à voir et sentir au monde. Et pourtant, il s'est donné lui-même de quoi confronter son imaginaire qui était extraordinaire au réel. C'est-à-dire qu'il a voulu connaître la vie à plein, j'allais dire, à plein poumon. Il a voulu connaître toutes les sensations, traquer à travers tout ce qu'il était possible de traquer, de poursuivre, l'homme éternel, à travers notamment des civilisations particulières et souvent perdues. Le problème avec Ségalen, c'est qu'il est mort à 41 ans, donc très jeune, en pleine course de vie, je veux dire. Et il est mort d'ailleurs de façon mystérieuse. La dernière biographe de Ségalen pense que c'est un suicide, mais rien n'est prouvé et ça restera un mystère. Voilà, c'est Marie Dolé, qui est donc la dernière, effectivement, démontre par A plus B, c'est pas idiot ce qu'elle dit, que c'est vraisemblablement un suicide. Toujours est-il qu'on est dans le mystère. Il est vrai qu'il était en dépression forte à la fin de sa vie et que son caractère relativement neurasthénique n'était totalement transcendé, il n'était heureux que dans ses voyages et dans sa découverte de l'autre. Donc quand il est revenu forcé à la fin en France, il était malheureux et il n'était pas bien dans son rôle qui n'était plus celui de l'archéologue et du découvreur. Alors je vous ai dit que il avait donc été en quelque sorte coupé dans son élan à 41 ans, et d'autre part, il n'a rien fait vraiment pour se faire connaître. De son vivant, il n'a publié que 3 œuvres, dont on va parler. Or, nous avons des œuvres de lui qui constituent 2 énormes livres de chez Lafon, bouquins de Lafon. Donc vous voyez, la plupart de son œuvre a été posthume. Il y a beaucoup d'œuvres posthumes. Mais aujourd'hui, il reste peu connu. C'est un poète qui est assez confidentiel. Alors, pourquoi est-ce que, vraisemblablement, d'après Marie Dolé en tout cas, il est mort? C'est parce qu'il s'est suicidé. Elle s'appuie sur le fait qu'il avait fait une espèce de mise en scène incroyable de sa mort. Or, c'est un homme qui était très sensible à la forme, à la question de la forme. Et notamment, il a toujours réfléchi à la forme qui était la plus juste pour dire quelque chose. Donc, vous voyez, dire voilà, sa mort et la mettre en forme, justement, pouvait avoir quelque chose d'assez logique. Donc il voulait en effet qu'on garde en mémoire ce qu'il avait à dire, et pour cela trouver les bonnes formes. Alors il a dit, comme je vous l'ai exprimé au début, je vous convie à voir seulement. Mais que voulait-il que nous vissions? C'est-à-dire, nous allons suivre un petit peu son itinéraire, en choisissant évidemment certaines œuvres. Donc je vais vous parler essentiellement des immémoriaux, d'Équipée et de Stèle. Hein, trois livres. Les immémoriaux, un roman, Équipée, un ensemble en prose, et Stèle, de la poésie, des vers. Voilà. Et bien évidemment, il y a d'autres choses, notamment, j'ai lu récemment un roman qui s'appelle René Less, dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, qui est stupéfiant. Je ne pouvais plus m'arrêter, comme dans un roman policier. Il est stupéfiant, et pour les littéraires, il est très très intéressant, parce que, bon, on en parlera après si vous voulez, mais parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Il ne rentrera pas dans mon travail ce soir. Mon travail, donc, ça va être de voir ce qu'il voulait donner à voir, et en même temps, de le comprendre, c'est-à-dire de comprendre de quelle manière il s'est lui-même dégrossi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit, moi, si je me donne à voir, je veux me donner à voir comme un poussin qui est sorti de sa coquille, et qui, peu à peu, s'est défait
des différentes choses qui lui collaient à la peau et qui n'étaient pas lui-même. Vous voyez? Donc ce qui m'intéresse, c'est de démontrer, d'essayer de montrer comment peu à peu, il s'est défait de ces différentes pelures, de ces différentes couches qui lui collaient à la peau, pour arriver à être vraiment lui-même et à dire ce qu'il avait vraiment à dire. Alors un petit mot rétrospectif, je vous ai donné le plan ici, un petit mot rétrospectif sur sa vie qui va être assez rapide mais qui me semble intéressante. Vous l'avez d'une manière plus importante dans le papier que je vous ai donné, de la deuxième page. Donc né à Brest, 1878, donc fin du 19e siècle, une enfance dont il dira lui-même qu'elle a été casanière et éberluée. En fait, il n'est pas heureux du tout, il a une mère qui est extrêmement sévère, qui ne le lâche pas, qui le fait poursuivre en permanence par un bon abbé. Il ne supporte pas, il étouffe, il n'a qu'une envie, c'est de s'en aller. Comme Rimbaud, il prend les chemins de la fugue, il part dès qu'il peut, parce qu'il n'y a que quand il se balade qu'il se sent libre. Et dès qu'il le peut, il s'en va, c'est-à-dire qu'il rentre à Bordeaux, à l'école de médecine navale et coloniale. Pourquoi? Parce que ça va être pour lui le moyen de ses ambitions. Il va pouvoir partir. Donc on peut apprécier et admirer cet homme, en effet, qui vient d'un milieu, on en parlait tout à l'heure, où intellectuellement et humainement, il n'y avait pas grand-chose qui se passait fin 19e en Bretagne, et qui se donne les moyens de faire ce dont il a envie, donc qui part faire sa médecine navale à Bordeaux. Alors il obtient en 1902 une thèse de médecine, et dès la fin de l'année, il se retrouve affecté en Polynésie. C'est le départ tant attendu. On peut l'imaginer, il le raconte, il dit « On défile entre des rangées de mouchoirs qui frémissent, de chapeaux qui se lèvent, on s'entre-salue avec conviction, toujours, à perte de vue, des mouchoirs, des chapeaux. » Ça, on a, je trouve, là, d'une manière merveilleusement suggérée, ces départs vers un autre monde, qui est ceux d'une époque qui n'est plus la nôtre. Hein. Évidemment, il faut bien le dire. Alors, nous allons voir ce qui se passe lors de ce premier départ. Il embarque pour 2 ans, 2 années dont il écrira par la suite à un ami « Je t'ai dit avoir été heureux sous les tropiques. C'est violemment vrai. Pendant 2 ans en Polynésie, j'ai mal dormi de joie. J'ai eu des réveils à pleurer d'ivresse du jour qui montait. Les dieux du jouir savent seuls combien ce réveil est annonciateur du jour et révélateur du bonheur continu que ne dose pas le jour. J'ai senti de l'allégresse couler dans mes muscles. J'ai pensé avec jouissance. J'ai découvert Nietzsche. Je tenais mon œuvre. J'étais libre, convalescent, frais et sensuellement assez bien entraîné. Alors pourtant, son arrivée n'est pas sous le signe des cocotiers et de la langueur paresseuse des plages de Polynésie. Parce qu'un cyclone vient de passer par là, de dévaster les îles Tuamotu, les morts se comptent par centaines, et le voilà qui se trouve donc affecté comme médecin pour une mission de secours. Donc vous voyez que sa première impression de Polynésie est une impression tout de même violente, difficile. Donc il part comme médecin. On pourrait me le montrer médecin, là, si Antoine veut continuer à... Ah ben non, bon, on verra après. On fera passer les quelques photos que j'ai trouvées après. Alors, 2 mois plus tard, après cette mission, il apprend la mort de Gauguin, ce qui est très important. Gauguin est mort le 8 mai aux îles Marquises. Et voilà notre Ségalène qui se rend là où est mort Gauguin, qui rencontre tous les gens qui ont connu Gauguin, et pour lequel cette rencontre, post-mortem, enfin, cette rencontre est une découverte. C'est-à-dire que pour lui, il dit « Je n'ai rien vu du pays et de ses Maoris avant d'avoir parcouru et presque vécu les croquis de Gauguin. » Donc il est influencé, imprégné d'une façon extraordinaire par Gauguin. C'est un homme qui lit beaucoup, qui se documente. Une fois qu'il est arrivé à Tahiti, il continue ses recherches. Il ne se contente pas d'être médecin et de regarder, il continue à se documenter, notamment sur l'histoire. Et ce qui le frappe immédiatement, c'est qu'il est en train d'assister à la fin d'une civilisation, à la mort de quelque chose. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer et que la mort de cette civilisation est irrémédiable et grave et dommageable. Alors il a une idée qui est d'écrire sur cette civilisation. Et c'est ce qui nous donne ce premier livre dont je vais vous parler, qui s'appelle Les Immémoriaux,
qui est considéré tout de même comme un des très grands livres, un de nos premiers livres, un des premiers livres de la littérature française en ethnologie. Hein, et quand on regarde un petit peu sur quel plan il est mis, à côté de qui, à côté de quel auteur on le range, on voit qu'il est par exemple immédiatement à côté des Derniers Rois de Tulé de Jean Mallory. Donc vous voyez, c'est un des grands livres, effectivement, d'ethnologie. Et je vais essayer de voir avec vous pourquoi c'est un grand livre, c'est-à-dire de quelle manière il est à la fois doté de qualité littéraire et en même temps extrêmement intéressante sur ce monde qui a vécu et ce monde qui doit disparaître. La particularité évidemment de ce livre, ce qui en fait son intérêt, sa grandeur, c'est qu'il est écrit, et c'est le premier en France à faire ça, il est écrit du point de vue des Polynésiens. Si vous avez des souvenirs de ce que vous avez vu chez Diderot, on a chez Diderot le supplément au voyage de Bougainville qui nous montre notamment un personnage qui est un vieil homme, et que ce vieil homme est en train de réaliser que la venue des Occidentaux, la venue des Européens est une catastrophe pour son peuple. Et il s'adresse, ce vieil homme, il s'adresse à son peuple, aux jeunes de son peuple, en disant « Faites attention, les Européens qui viennent de débarquer, et que vous accueillez, vous, les bras ouverts, ça va être votre mort. » C'est donc le supplément au voyage de Bougainville, c'est un extraordinaire livre hein, de Diderot qui est vraiment à relire. Eh bien, c'est dans cette continuité-là que se place effectivement Ségalène, en présentant comme héros principal un jeune garçon, qui est un jeune Polynésien. Et en fait, nous allons voir donc vivre ce peuple des Polynésiens, des Maoris, sous nos yeux, voir ce qui se passe au moment de l'arrivée des Européens, par l'œil de ce Terri, de ce Polynésien. Et c'est ça qui fait toute la richesse de la chose. Alors, j'en profite pour dire une chose, c'est que Polynésien et Maori, les deux termes sont interchangeables dans l'œuvre des immémoriaux. En fait, vous savez, si vous êtes allé voir l'exposition du Quai Branly sur les Maoris, que les Maoris, en fait, étaient originaires de Polynésie et ont pris le bateau et sont allés jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Et ils se sont arrêtés en Nouvelle-Zélande, où ils ont acquis des vertus ou des qualités ou des spécificités qui n'existaient pas quand ils étaient polynésiens, et notamment un caractère extrêmement guerrier. Les joueurs de rugby connaissent évidemment le haka, cette danse guerrière et cette musique guerrière, typiquement maori, mais typiquement néo-zélandaise, n'existe pas chez les Maoris de Polynésie. Hein. Donc les Maoris originaires, ce sont les Polynésiens, et ils sont, eux, dans une douceur qui n'existe pas du tout, plus du tout, en tout cas, plus de cette manière-là, en Nouvelle-Zélande. Hein. Si vous allez voir cette exposition, vous verrez que la guerre est très importante, la tribu, le champ de guerre, etc. On n'a pas du tout ça chez les Maoris de Polynésie. Hein, il faut bien faire cette distinction. Alors, voilà donc ce livre qui s'appelle « Les immémoriaux ». Qui sont les immémoriaux? Eh bien, ce sont des gens, comme peut-être le héros du livre, on va le voir, qui ont perdu mémoire de leur peuple. Perdre mémoire de son peuple, on va voir ce que c'est, ce que ça représente, ce que ça signifie, et puis ce que pour nous ça peut aussi vouloir dire. Alors, voici donc la civilisation polynésienne telle qu'elle est vue, et telle qu'elle est écrite, telle qu'elle est transmise, transcrite par notre Ségalène. Et je vous propose de vous parler de ce triple rapport au corps, rapidement, tel qu'il le décrit. Les Polynésiens, tels qu'ils les imaginent, trouvent quoi? Alors, inversion évidemment de ce que nous connaissons. Ils trouvent que les Blancs sont des gens tristes. Leur teint est blême, ils sont ternes, ils ne portent pas de couleur, leurs vêtements étroits entravent les mouvements de leurs jambes. Si Antoine tout à l'heure nous met des figures de Gauguin, on voit ces femmes effectivement lascives, avec des silhouettes un peu larges, etc., que rien n'entrave, on peut comprendre pourquoi les Blancs ont tellement choqué quand ils sont arrivés, avec notamment les femmes avec leurs costumes. Le jeune héros s'appelle Terry, et lui, il trouve que ces Blancs sont bien morfondus, et il trouve que ces hommes ont un nouveau parler. Il trouve que les femmes sont pâles et maigres, qu'elles ont des pieds de chèvre enveloppés de peaux d'animaux, et que leur corps est sans grâce et sans ampleur, serré dans des étoffes dures. Il trouve qu'elles ne dansent pas. Or, pour les Polynésiens,
La danse, le chant, les plaisirs de la chair, écrits des deux manières, sont naturels et sont évidents. La gaieté est une constante chez eux. Donc vous voyez un bonheur de vivre qui est dû à une harmonie entre le corps et l'esprit et qui se traduit par une gaieté constante. Les Polynésiens trouvent que les étrangers sont disers, renfrognés et qu'ils ne rigolent pas. Et eux, ils ont presque l'air de vouloir les provoquer parce qu'ils sont par petits groupes à rigoler entre eux, ce qui exaspère les Blancs, persuadés qu'on se moque d'eux. C'est simplement une incompréhension qui est évidemment flagrante. Le rire donc leur est permanent, le rire qui émane à la fois de leur joie et de leur humour tout le temps présent. Ils trouvent par exemple que les étrangers ne se tiennent pas plus tranquilles que des thons au crochet des hameçons, et qu'ils courent comme ça, comme des thons au crochet des hameçons, de rive en rive. Donc ils sont absolument ridicules. Vous voyez, nous qui avons l'habitude de notre représentation des sauvages, entre guillemets, voilà, alors maintenant ça s'est quand même arrangé, notre représentation, heureusement, n'est plus la même, mais nous on voyait ça comme ça. Voilà comment eux voyaient les Blancs. Ils trouvent que quand le soir tombe, les Européens se remettent dans leur bateau, se regroupent, alors que eux sont des gens joyeux et discutent et rient, etc. Alors, pour eux, l'attitude des indigènes, l'attitude des Blancs est tout à fait incongrue. Pourquoi? Voici ce qu'explique Ségalen. Et regardez comme il le dit bien. Tout est matière sous le ciel Tahiti, à jouissance, à délice. Les Arioïs s'en vont. Les Arioïs, ce sont les chefs. En fait, pour les adieux. Ils reviennent pour la saison des pluies. En fait, pour leur revenu. Oro s'éloigne, c'est le soleil. Merci au Dieu fécondant, dispensateur des fruits nourriciers. Oro se rapproche. Maëva pour le resplendissant qui reprend sa tâche. Une guerre se lève, joie de se battre, d'épouvanter l'ennemi, de fuir avec adresse, d'échapper aux meurtrissures, de raconter de beaux exploits. Les combats finissent, joie de se réconcilier. Tous ces plaisirs naissaient au hasard des saisons, raconte Ségalen, des êtres ou des dieux, d'eux-mêmes, s'épandaient sans effort, s'étendaient sans mesure, sève dans les muscles, fraîcheur dans l'eau vive, moelleux des chevelures luisantes, paix du sommeil alangui de Hava, ivresse enfin des parlers admirables. Les étrangers, où donc se vautraient-ils, prétendaient se nourrir de leurs dieux. Mais sous ce firmament, ici, les hommes maoris proclament ne manger que du bonheur. Effectivement, les chrétiens qui arrivent, et notamment avec l'Eucharistie, ça c'est quelque chose d'inadmissible. La liberté sexuelle, détachée de toute considération de morale ou de fidélité, est aussi naturelle à ce peuple que celle de danser et de chanter. L'union des corps, c'est le prolongement attendu et normal d'une bonne soirée. Un à un, les chants s'éteignirent. La nuit étendue plus froide, coulant un alanguissement sur les visages, assourdit bientôt les parlers des vivants. Des couples unis avaient trouvé refuge dans l'enceinte étrangère. Comme ils s'enlaçaient, leur halètement de joie, frappant les sèches murailles, s'épanouir dans l'ombre qui leur répandait. L'air immobile et sonore, enclos dans le grand phare et vide, s'emplissait de murmures, de souffles, de sanglots et de râles, qui sont les diverses petites voix de la volupté. Deuxième aspect, après la gaieté, la liberté et la gaieté réelle, l'hospitalité. Comme tous les peuples dits primitifs, ou premiers comme on dit maintenant, les Polynésiens ont le sens de l'hospitalité. Elle leur est tellement naturelle que c'est selon ce sens de l'hospitalité que justement ils ont accueilli les nouveaux arrivants et qu'il y a eu cet effet pervers, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé, comme ça a été le cas d'ailleurs pour les gens au Mexique, ils ont pensé que les arrivants allaient leur apporter le bonheur, etc. etc. Et donc, ce sens de l'hospitalité leur joue un tour terrible, et pourtant, il est assez extraordinaire, nous ne le comprenons pas. Ce sens de l'hospitalité, nous, on y voit à tort une forme d'altruisme. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas de l'altruisme. Et ça, c'est intéressant, je trouve, de comprendre ça. Ça n'est pas de l'altruisme parce que ce qu'on appelle altruisme, normalement, d'une manière assez hypocrite, serait une attitude qui ne demanderait pas de réponse. Vous voyez? Ce n'est pas le cas chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont donner
Mais ils attendent en revanche. Et pourquoi ils attendent? Parce que la réciprocité, parce que l'échange, c'est quelque chose de naturel. Vous voyez? En fait, ce n'est pas sur l'altruisme que repose cette notion d'hospitalité, c'est sur une vision de l'homme fabuleusement optimiste. Une vision de l'homme qui est très noble, qui est très grande, où effectivement, naturellement, l'homme donne et reçoit. Et je crois qu'on a là encore quelque chose à entendre d'un peuple comme celui-ci. La troisième qualité qui détermine les Maoris, les Polynésiens, tels que Ségalen les montre, eh bien, c'est cette façon de vivre en imbriquant totalement la vie quotidienne et le sacré. Tout est sacré. Vous allez voir l'exposition Maori et vous comprendrez que chaque chose dans leur vie, chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, chacun de leurs objets, tout est lié au sacré. On ne peut pas, l'idée d'avoir une religion comme nous, à part, c'est invraisemblable. Tout est lié au sacré. Les saisons, les moments de la journée eux-mêmes se lisent à travers le prisme des dieux. La nuit est divine et son spectacle est empreint d'une grandeur sacrée. Tout, effectivement, se trouve imprégné de ce sacré. Et naturellement, la poésie et le sacré sont de même essence. Par le procédé de personnification, qui est, vous le savez, un procédé poétique capital, Ségalen rend compte de ce sacré omniprésent dans l'ancienne Polynésie. La grande Ina du ciel, à demi vêtue de nuages, montait dans l'espace de Tané, en lisant de sa lumière immortelle les étoiles périssables et changeantes. Sous la claire caresse, le grand Marae dépouillait son vêtement obscur, c'est la maison, sortait de l'ombre et se démesurait. La brise nocturne, chargée des parfums divers, terrestres, coulait, odorante et froide. Sourdement, le récif hurlait au large, l'île dormait, et la presqu'île et la mer enclose du récif. Donc chaque geste quotidien est précédé de prières et d'offrandes, etc. Chaque circonstance est effectivement marquée par cela. Naturellement, l'amour est sacré. Je vous ai dit que la liberté d'aimer était quelque chose d'important chez eux, mais tout simplement parce que l'union de l'homme et de la femme, c'est l'union de l'homme et de Dieu, c'est-à-dire que l'amour est sacré, et c'est une façon pour l'homme, l'acte sexuel, de se relier à la divinité, évidemment. Là encore, c'est probablement une chose que nous avons totalement perdue. Donc cette union consacre, sacralise l'homme, dont la véritable finalité est d'atteindre à l'immortalité divine. Et ça, c'est une chose évidemment capitale. Tout cela plaît à l'oreille des dieux, à l'égal des plus admirables discours, car tout homme, quand surgit le désir de son corps et quand il le nourrit, se hausse à la stature des dieux immenses. Et ces cris de plaisir consacrent autant que des cris de victime. Ce qu'ils imprègnent devient impérissable. Ainsi, selon les rites, on consacrait la demeure des dieux survenus. Alors, vous voyez donc une conception du monde radicalement différente, qui suscite évidemment la colère des dieux, qui suscite l'incompréhension avec les gens qui arrivent. Non, tu donneras les textes plus tard ou... Oui. Oui, tout à fait. Alors, le dernier aspect de cette civilisation polynésienne, c'est ce que j'appelle langage et mémoire. Et c'est sur l'importance des mots. Et là encore, je trouve que ces immémoriaux, cette analyse d'une civilisation perdue comme celle-ci, est extrêmement intéressante pour nous. L'importance des mots, c'est une autre caractéristique majeure de ces Polynésiens qui fascine Ségalen. Il remarque notamment différents niveaux de langage. Il ne convient pas de s'adresser de la même façon, avec les mêmes mots, à son ami ou à son chef. Vous voyez, aujourd'hui, qu'on uniformise totalement justement le langage. C'est assez intéressant de voir que les peuples premiers n'avaient pas un langage uniforme et avaient un langage au contraire extraordinairement précis, avec des registres, on appelle ça des registres de langage au niveau scolaire, avec des registres très variés. Lorsque, par exemple, on parle à son chef, eh bien, on utilise une langue noble, un langage noble. Et toi, explique un grand prêtre à son interlocuteur blanc, parles-tu à tes maîtres avec la même voix que tu prodigues à tous les autres? Homme ignorant, malgré que tu me paraisses grandement ingénieux, mais tout ce qui regarde la majesté de l'Ari,
ses membres, ses oreilles, la lumière de ses yeux, les moindres parties de son corps, ses vêtements, son nombril, sa démarche, ses actions, et les paroles de ses entrailles et toute sa personne. Cela exige des mots réservés à lui seul. Si tu fais sa louange, si tu le supplies, si tu le nommes heureux à la guerre et puissant auprès de ses femmes, même si tu le déclares menteur et lâche, tu dois employer le mot noble. Différence de mots. Selon les peuplades de Polynésie, l'accent diffère, mais les mots étant frères servent à l'unité des peuples. C'est-à-dire que les îles, etc., tout ce qui procède si vous voulez, d'un horizon maori, eh bien, malgré les accents différents, ont des mots qui font que ce sont des frères. Et les mots unissent les peuples, la langue unit ces peuples. C'est tellement important que lorsqu'un chef fait une nouvelle conquête, il commence par abolir les noms en usage. Car, dit-on, on sait qu'au changement des êtres, afin que cela soit irrévocable, doit s'ajouter l'extermination des mots et que les mots périssent en entraînant ceux qui les ont créés. Alors ça, je trouve ça aussi extrêmement intéressant par rapport à ce que nous avons vécu notamment au XXe siècle, c'est-à-dire que tout totalitarisme utilise ces mots, tue, appauvrit le langage en vigueur pour appauvrir la pensée et choisit des mots très pauvres qu'ils vont utiliser. Si vous voyez par exemple la langue utilisée par les nazis, il y a des études qui viennent d'être faites qui sont extrêmement intéressantes sur la langue du Troisième Reich, eh bien vous voyez que c'est une langue qui est pensée dans son appauvrissement, qui est pensée dans une précision de termes qui va être mensonger, etc. Donc vous voyez là, il y a une réflexion sur les mots qui est intéressante et qui va évidemment être suivie d'une réflexion sur la mémoire. La fonction majeure d'une des fonctions majeures, enfin une des fonctions majeures des personnages de cette île est d'être récitant, de réciter les mots, de redire les mots. Nous sommes dans une situation, une civilisation qui est exclusivement orale. Donc, dire les mots, ça va être aussi comme dire la généalogie, et ça on le voit très très bien dans l'exposition maori, c'est capital. Pourquoi? Parce que la généalogie, elle raccroche un individu, et c'est toujours vrai pour les Maoris, elle rattache un individu à ses ancêtres, mais ses ancêtres eux-mêmes sont liés à tout ce qui existe au monde, inanimé comme animé, Dieu comme chose, etc. Donc, la généalogie d'un être, c'est son appartenance nommée, déterminée, dénommée, démontrée au monde. C'est sa carte d'identité la meilleure, vous voyez. Et donc, Ségalen s'attache justement à un personnage qui est un récitant, dont le travail est de dire des histoires, mais aussi de réciter la généalogie de son peuple, de réciter, d'aller en récitant. Et voilà ce qui se passe. Cette nuit-là, comme tant d'autres nuits si nombreuses qu'on y pouvait songer sans une confusion, Terry, le récitant, marchait, à pas mesurés, tout au long des parvis inviolables. L'heure était propice à répéter sans trêve, afin de n'en pas omettre un mot, les beaux parlers originels, où s'enferment, assurent les maîtres, l'éclosion des mondes, la naissance des étoiles, le façonnage des vivants, les rudes et les monstrueux labeurs des dieux maoris. Et c'est affaire aux promeneurs de nuit, aux aérépos à la mémoire longue, de se livrer d'autel en autel et de sacrificateur à disciple les histoires premières et les gestes qui ne doivent pas mourir. Aussi, dès l'ombre venue, les aérépos se hâtent à leur tâche. De chacune des terrasses divines, de chaque maison, de chaque marae bâti sur le sec des rivages, s'élève dans l'obscur un murmure monotone qui, mêlé à la voix houleuse du récif, entoure l'île d'une ceinture de prières. Alors, évidemment, tout cela est dit avec des rituels, avec des gestes, toutes choses qui sont attendues, des gestes cadencés, etc. Et il faut donc ne pas perdre ces mots, ne pas oublier ces mots. Et les jeunes qui commencent justement cette récitation des mots ont droit à une espèce de petit chapelet qui les aide à se souvenir des mots, pour ne pas oublier. Car oublier, c'est terriblement grave, c'est symbolique d'une perte de leur identité.
identité, de leur être. Hein. Et donc voilà notre jeune Terry, qui, nous dit le narrateur, composait avec grand soin ces faisceaux de cordelettes dont les brins partant d'un noé unique s'écartent en longueurs diverses interrompues de nœuds réguliers. Les yeux clos, le récitant les égrenait entre ses doigts. Chacun des nœuds rappelait un nom de voyageur, de chef, de dieu, et tous ensemble, ils évoquaient d'interminables générations. Cette tresse, on l'a nommée origine du verbe, car elle semblait faire naître les paroles. Terry comptait la négliger bientôt. Remâchés sans cesse, les dires consacrés se suivraient à la longue d'eux-mêmes dans sa bouche, sans erreur et sans effort, comme se suivent l'un l'autre en fil continu, les feuillages tressés qu'on lance à la dérive et qu'on ramène à pleine brasse, chargés de poissons miroitants. Donc, il espère bien n'avoir plus besoin de cette tresse bientôt. Et voilà qu'il se passe de cette tresse. Or, que se passe-t-il? Il oublie un mot. C'est ce qu'on appelle, vous savez, dans une histoire, quand on travaille sur un récit, l'élément déclencheur de l'histoire. Voilà que Terry va oublier un mot. Voilà que d'abord il va se mettre à balbutier. Or, comme il achevait avec grand soin sa tâche pour la nuit, le 15e après la lune morte, voici que tout à coup le récitant se prit à balbutier. Il s'arrêta et, redoublant son attention, recommença le récit d'épreuves. On y dénombrait les séries prodigieuses d'ancêtres, d'où sortaient les chefs, les aris divins par la race et par la stature. Dormait le chef Tavi du Mahamei Tautira avec la femme Taurua, puis avec la femme Tuiterai du Marae Papara. De ceci naquit, etc., etc. Un silence pesa, avec une petite angoisse. Ah, que présager l'oubli du nom. C'est mauvais signe lorsque les mots se refusent aux hommes que les dieux ont désignés pour être gardiens des mots. Terry eut peur. Il s'accroupit. Et adossé à l'enceinte en une posture familière, il songeait. Le mot perdu n'était qu'un présage entre bien d'autres présages que Thierry flairait de loin, qu'il décelait avec une prescience d'inspirer, comme un cochon sacré renifle, avant l'égorgement, la fadeur du charnier où on le traîne. Terry n'a pas peur, n'a pas tort d'être si inquiet. Cet oubli-là précède un autre oubli plus grave, c'est carrément l'oubli des noms. Il va mélanger les noms de la récitation qu'il va faire. Ça va être un drame, une catastrophe absolue. Terry disait tout d'une haleine les beaux noms ancestraux, marquant d'un geste mesuré du bras chacun des accouplements éternels. Un bruissement montait de la foule, emmené par le rythme, par le balancement des mots, et qui récitait elle aussi les séries originelles, interminablement redoublées. De cela naquirent Aroma et Terai, du Mara et Papara, et Teru et Terai qui dormait avec Teriror, dormait Aroma et Terai avec Tera et toi. De cela naquit, dit Amo, dit. Un silence énorme écrasa brusquement les murmures des écouteurs surpris. Le récitant avait changé les noms. Terry sursauta, et s'avoua un instant chancela, qui sembla s'étayer sur les rumeurs environnantes. Il reprit. De cela naquit Aroma et Terai, dormait Aroma et Terai avec... Le vide muet persistait alentour. On ne suivait plus. Des lèvres, le pasteur égaré. On le dévisageait. On attendait. Les arioi, les chefs interdits, cessèrent d'avaler les mets présentés. Les desservants se tinrent immobiles. De proche en proche, le silence gagnait, étouffant les innombrables bruissements dont pétillait l'enceinte. Il semblait qu'un grand filet de palmes se fût abattu sur les clameurs des hommes. Voix du vent dans les arbres, ah et tôt, voix du récif hurlant au large, voix du aérépo, maigrelle et octante. Cette voix, la sienne, familière, quand il l'épandait dans la sérénité de ses prières d'étude, Terry l'a cru venir d'une autre bouche, lointaine et maléficieuse. Il se raidit, crispa la main pour chercher du geste accoutumé les nœuds secourables de la tresse origine, et hasarda « Dormez, Amora et Terai, avec la femme ». Le nom s'obstina dans la gorge. Terry pencha son regard et vacilla de peur sur la pierre haute. Les têtes, en bas, comme elles étaient petites, et toutes rondes, il y a une assemblée immense qui écoute évidemment, et chacune dardait sur lui des yeux malfaisants. Terry chercha ses maîtres. Il ne vit en leur place que les deux étrangers hostiles aux vêtements sombres parmi les peaux nues et les peintures de fête. Cette fois, le sortilège était manifeste.
L'incanté proféra bien vite les formules qui dissolvent les sorts. Il balbutiait davantage. Enfin, les yeux grands ouverts, les lèvres tremblantes, il se tut. Alors, dans l'abîme de silence, soudain frémit, roula, creva le torrent tumultueux des injures, des cris, des imprécations outrageantes qu'on hurlait dans tous les langages, avec les grimaces guerrières réservées à l'ennemi. L'erreur du récitant méritait la colère de Horo. Qui donc apaiserait les dieux si les prêtres eux-mêmes en venaient à les exaspérer? C'était à de telles erreurs, non pas aux étrangers, qu'on redevait les calamités entières. Il entraîna les gens d'Atawara à répéter les mêmes paroles. Les hommes des îles voisines, amusés du spectacle, suivaient l'exemple, invectivés au hasard. On se pressait de proche en proche, et la houle des épaules déferlant sur l'enceinte de bois la disloque dans un remous. Malgré les gardiens indignés, malgré le tapou du dieu, une ruée de gens, dont chaque homme n'eût osé même effleurer un poteau d'offrande, se haussa vers le parvis sacré. Chacun s'étayait sur son compagnon, s'étonnait de sa propre audace et avançait en piétinant de rage. On enserrait sans issue le prêtre exécrable, le jeune récitant. Drame absolu donc, puisqu'un tel oubli, évidemment, met en péril la culture de tout un peuple. C'est donc la rupture avec sa société, c'est la rupture avec son univers. Et ça allait précéder un troisième oubli, que je ne vais pas vous lire cette fois-ci, qui va être en fait l'oubli carrément de leur culture. Et ce terri, pour lui, pour Ségalène, est représentant de ceux qui vont oublier leur culture, c'est-à-dire ceux qu'il appelle les immémoriaux. Et ce qui est intéressant, c'est que immémoriaux, nous risquons bien de l'être d'une façon ou d'une autre, nous aussi. Et c'est aussi ce qui intéresse évidemment notre Ségalène. Hein. Oublier sa culture, être un immémorial, est quelque chose de très grave. Alors, dès lors, que pourra chercher Ségalène, si ce n'est une civilisation susceptible de se conserver elle-même durablement, ou en tout cas, quelque chose qui fasse que ça reste, quelque chose qui reste au-delà du temps, au-delà de cette chose périssable, au-delà de ce monde périssable, justement. Et il va trouver ces stèles, justement, quand il va aller en Chine. C'est de cette heure même que date la vraie vie de Ségalène. Donc vous voyez, on lui a même, en quelque sorte, on a même passé sous silence les immémoriaux à une époque pour ne parler que de stèles. D'ailleurs, les gens connaissent stèles et connaissent très peu les immémoriaux. À mon avis, les immémoriaux vraiment constituent un roman magnifique. Je ne sais pas, quelqu'un aurait lu les immémoriaux ici, non? Alors maintenant, avec l'exposition maori notamment, voilà, ça a été, j'en ai ici, hein, ça a été réimprimé, réédité, et c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine, je trouve. Mais en effet, c'est la poésie de Ségalène que nous connaissons, qui a été au programme de la Grecque il y a quelques années, et donc qui est considérée comme une poésie de très très haute teneur. Alors, il a trouvé son écriture en prose en Polynésie, et c'est en effet en Chine qu'il va trouver son écriture en vers. Chacun de ces voyages, il y aura trois voyages principaux en Chine. Première expédition qui va durer assez peu de temps avec son ami Gilbert de Voisin, où il va découvrir les monuments funéraires de la dynastie des Han. Donc ce sont vraiment des expéditions d'archéologues qu'il mène là. Et chacune de ces expéditions sont des expéditions sur lesquelles il a beaucoup travaillé avant de partir, c'est-à-dire qu'il est allé apprendre le chinois au Langzhou, il a fréquenté les bibliothèques énormément, c'est un fin lettré, beaucoup plus que Claudel, hein, beaucoup plus que Claudel. Claudel le méprise d'ailleurs, enfin bon, ils sont pas tout à fait en bon terme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est Claudel qui n'est pas très élégant avec lui par rapport à ça. En tout cas, je pense qu'il connaît mieux la Chine que Claudel. Il la connaît d'une façon extrêmement, en même temps, intuitive et fine, a priori. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la recherche de quelque chose qui va durer, mais lorsqu'il arrive en Chine, donc vous voyez 1909, 1910, 11, 12, 13, qu'est-ce qui se passe en Chine? C'est la Révolution. C'est-à-dire qu'il se trouve à ce moment-là, là encore, dans un endroit qui subit un changement vraiment capital. C'est-à-dire que la civilisation chinoise, qui est millénaire, est en train de se casser la figure avec la révolution industrielle. Donc, il se trouve, lui, au moment de ce tollbut.
il écrit plusieurs choses, et notamment un roman que je viens de redécouvrir récemment, qui s'appelle René Less, donc je ne vous parlerai pas, qu'il faut vraiment lire, René Less. Donc je vous parlerai plus tard si vous voulez. Alors, ce qu'il va rechercher, justement, c'est ce qui ne change pas, puisqu'il voit une civilisation en train de se casser la figure, de nouveau, et il va chercher, dans son travail, dans ce travail d'historique, d'archéologue, ce qui reste. Comme le dit André Rousseau, qui est un de ses grands exégètes, il va faire sourdre de l'époque des Han, comme il l'avait fait du monde maori, des ondes auxquelles nous nous sentons accordés. Vous voyez, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire un travail d'historien pur, mais c'est que l'histoire nous rejoigne, que nous nous retrouvions dans ce qu'il fait jaillir, fait sourdre d'une civilisation très ancienne. Il atteint par là, ajoute Rousseau, une synthèse humaine dont l'altitude tient à distance les événements qui caractérisent notre époque, les phénomènes de crise et de rupture, les révolutions et les guerres. Donc une synthèse humaine dont l'altitude tient à distance ces événements. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Très vite arrivé en Chine, il met en chantier ce qu'il appelle des proses personnelles. Il cherche des formes, des structures que la poésie, le monde chinois pourrait lui fournir et qui serviraient de moule à sa nouvelle inspiration. Je cherche délibérément en Chine, non pas des idées, non pas des sujets, mais des formes qui sont peu connues, variées et hautaines. Attention, le mot hautain n'est pas à prendre dans le sens de mépris comme on l'emploie aujourd'hui, hein, c'est-à-dire noble, de belle attitude morale, hein, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée d'écrire ces stèles qui font de lui le poète qui est connu aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Au départ, les stèles, ce sont des monuments funéraires qui datent d'il y a 2000 ans. Elles sont gravées. Mais ce n'est que leur forme qui intéresse le poète. Aucune de ces proses, dit-il, n'est une traduction. Quelques-unes rares à peine une adaptation. Ce n'est pas l'esprit ni la lettre, c'est simplement la forme stèle qui m'intéresse. Donc il va créer une nouvelle forme poétique, très imprégnée évidemment de la civilisation chinoise, parler de la civilisation chinoise, mais utiliser cette forme stèle absolument pas dans la continuité de l'esprit chinois, mais comme une nouvelle manière de dire quelque chose. La forme stèle m'a paru susceptible de devenir un genre nouveau, dont j'ai tenté de fixer quelques exemples. Je veux dire, une pièce courte, cernée d'une sorte de cadre rectangulaire dans la pensée, et se présentant de front au lecteur. Il s'agit non pas de dire ce que je pense des Chinois, mais ce que j'imagine d'eux-mêmes, et non point sous le simili-falot d'un livre documentaire, mais sous la forme vive et réelle, au-delà de toute réalité, de l'œuvre d'art. Donc il s'agit de créer une œuvre d'art à travers ces stèles. Alors, il va utiliser des données concrètes, vues dans ses voyages, dans ses recherches, mais toujours, comme un poète symboliste le ferait, il va s'efforcer de les dépasser, de les transcender, d'aller très au-delà d'impressions de voyage, parce qu'il trouve que ce n'est pas très intéressant. Donc ce qu'il faut, c'est dégager des constantes de l'être humain à travers le concret, à travers ce qu'il peut raconter. Alors, les stèles de pierre balisent l'espace. Leur direction, dit Ségalen, n'est pas indécise. L'espace chinois connaît 5 directions, les points cardinaux et le milieu. Le poète va donc organiser son recueil selon ces directions. Et il va leur ajouter encore une direction, celle qu'il appelle les stèles du bord du chemin. Il explique, donc il organise. Donc c'est une mise en espace, comme la mise en espace géographique des stèles chinoises. Lui, c'est une mise en espace de son recueil et en même temps de sa pensée. Il explique. Face au midi, si la stèle porte des décrets, par déférence, on plantera droit au nord, pôle du noir vertueux, les stèles amicales. On orientera, c'est-à-dire on mettra à l'orient, à l'est, les amoureuses, afin que l'aube enjolive les plus doutrés et adoucisse les méchants. On lèvera vers l'ouest ensanglanté, palais du rouge, les guerrières et les héroïques. D'autres stèles du bord du chemin suivront le geste indifférent de la route. Certaines, qui ne regardent ni le sud ni le nord, ni l'est ni l'occident, ni aucun des points interlopes, désignent le lieu par excellence, le milieu. Il y en a 64,
Et toutes ces stèles ont été donc inspirées par des textes chinois, alors le Liqi ou le livre des rites, ou bien le livre des Odes, le Cheqing. Donc vous voyez, il est quand même très imprégné de cette littérature chinoise et de cette histoire chinoise. Donc ce sont des choses qui l'inspirent, ce sont des événements de la vie chinoise ou des anecdotes de l'histoire chinoise. Il y a des épigraphes qui sont données pour chacune des stèles. Certaines sont tirées de classiques chinois, donc il va les chercher vraiment dans la pensée chinoise, et d'autres il les invente. Donc vous voyez, c'est à la fois quelque chose qu'il prend, qu'il tire, qu'il extrait d'une civilisation, et en même temps avec laquelle il agit vraiment comme un créateur, c'est-à-dire avec une très très grande liberté. Chaque stèle donc porte un titre dont le rapport à l'épigraphe est plus ou moins net. Il peut être simplement la traduction de l'épigraphe, ou bien n'avoir aucun lien avec cette épigraphe. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Donc le style poétique qui est créé par Ségalen est donc très nouveau. Je vais vous en distribuer. Donc là il y avait un texte, on va distribuer ça. Il y avait le texte des extraits des immémoriaux, et puis là pour vous montrer à quoi ça ressemble déjà, j'en ai d'autres après. Pour que vous voyez à quoi ressemble une stèle, donc un encadré effectivement avec un titre, avec l'épigraphe chinois, dont les titres vous seront donnés. On va distribuer aussi la deuxième feuille, qui est en couleur tout simplement parce que mon imprimante, on avait plus noir. Voilà. Donc, là, ne les lisez pas pour le moment, regardez simplement à quoi ça ressemble. Et si vous voulez, à la fin de la deuxième feuille que vous distribuez Camille, vous avez le sens des épigraphes qui vous est donné. Alors attention, l'écriture de ces stèles n'est pas l'écriture d'un surréaliste, c'est-à-dire que Ségalen les réécrit, les réécrit, les reprend, les retravaille. On n'est pas du tout dans une écriture automatique comme ça, hein. On est dans quelque chose d'extraordinairement élaboré. Et ce qui est intéressant aussi, je vais vous parler de la diversité du talent de Ségalen, c'est que vous avez pu entendre, quand je vous ai lu des extraits des immémoriaux, que c'est un grand lyrique. Eh bien ici, il est obligé justement à quelque chose de dense, d'assez lapidaire, de bref, avec beaucoup, très peu de phrases complexes, très peu de subordination, des phrases qui frappent par leur brièveté, quelquefois même une certaine sécheresse. Donc vous voyez, c'est complètement un autre style, et des verbes qui sont souvent à l'infinitif, des phrases souvent verbales, en sorte que ces stèles semblent échapper à toute forme de chronologie. Elles sont soustraites au temps, volontairement. Vous voyez, quand vous avez ce qui s'appelle une phrase nominale, c'est-à-dire avec son verbe ou un verbe à l'infinitif, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, c'est soustrait au temps. C'est universel. Et c'est tout à fait voulu, évidemment. Alors, elles sont marquées, ces stèles, par un désir d'une certaine objectivité. Ségalen, là-dessus, est très influencé par Mallarmé. Il s'efforce d'effacer le sujet, de se retirer complètement de l'élocution, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'œuvre précédente qu'il avait pu donner. Alors, de quoi parlent ces stèles? Je vais vous évoquer trois aspects essentiels de ces stèles. Je vais les évoquer de deux manières différentes, par des lectures qui seront des lectures de morceaux de stèles et en même temps des lectures d'Équipée, qui est un livre d'essai, qui est un livre qui est en prose, dans lequel il raconte son voyage, son expérience. Mais ce qu'il dit, c'est aussi son expérience intérieure, c'est aussi ce qu'on voit dans Stèle. Il faut que vous soyez très conscient que quand il écrit Équipée, et plus encore quand il écrit Stèle, eh bien, il nous offre un triple niveau de lecture possible. C'est pour ça qu'il est difficile. Vous avez le récit d'un voyage, la description d'un peuple. Mais vous avez aussi la réflexion sur une écriture en train de se faire. Vous avez aussi une réflexion sur le voyage avec ses difficultés, ses aspérités, mais le voyage, c'est aussi l'écriture avec ses difficultés, ses aspérités, l'entrée dans une langue.
Donc, dans les textes de Ségalen, vous avez presque toujours cette confrontation, cette osmose, ce mélange entre cette triple réflexion sur le voyage, l'expérience, la découverte de ce que c'est que de se donner du mal en se baladant en montagne, on va en parler, etc. Mais aussi ce que c'est que se donner du mal pour écrire un texte, pour écrire un poème, mais aussi ce que c'est qu'une civilisation qui réfléchit sur elle-même, etc. Donc vous voyez, on a quelque chose d'une densité, d'une richesse absolument prodigieuse. C'est pour ça que c'est difficile aussi, et qu'on n'est pas d'entrée-vers, si vous voulez. Ça ne peut pas être donné à n'importe qui. Ça demande un travail d'abord, je trouve. Alors, on va en évoquer trois aspects qui me semblent personnellement les plus intéressants. Le premier aspect, c'est justement le réel. Le réel, notamment, dans son rapport avec l'imaginaire. Comme on l'a vu, il ne s'agit jamais pour Ségalen d'escamoter le réel. Certains poètes sont des gens qui se réfugient dans l'imaginaire, qui vont chercher ce qui les console, guérit, etc. du réel. Ségalen, c'est le contraire. C'est un homme qui veut empoigner le réel, s'empoigner avec le réel, qui veut s'emparer de la rugosité du réel. Et c'est pour ça qu'il va faire ses marches, c'est pour ça qu'il va faire ses missions. Le réel, il l'intéresse, c'est ça dont il va parler, ne pas escamoter le réel. Alors cette rugosité du réel, évidemment, le voyage, l'équiper, c'est ce qui lui donne une occasion magnifique de contact avec cette rugosité. Il en a un besoin réel, et tellement réel que quand il voyage, il va bien. Cet homme qui est neurasthénique quand il ne bouge pas, quand il est en Bretagne par exemple, a une capacité, une résistance absolument inouïe qui stupéfie tout le monde quand il est en Chine et quand il est en expédition. Pour lui, le voyage, c'est la possibilité d'expérimenter la valeur du réel, c'est-à-dire voir comment, sur le terrain, imaginaire et réel s'affrontent. Il s'agit, dit-il, d'en finir avec le bon gros réel. C'est lui qui parle comme ça. L'expérience à vivre commence par quoi? Avant de partir, qu'y a-t-il? Avant de partir en voyage, imaginez, on a une photo d'explorateur qu'on verra tout à l'heure, une exploration en Chine à cette époque-là, c'est tout de même plus risqué qu'une exploration en Chine aujourd'hui. Hein. Bon, il y a peut-être d'autres dangers aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, c'était risqué. Et donc, ce qui prélude à l'expérience du réel, c'est l'inquiétude, plus encore, c'est l'angoisse. L'angoisse, donc, c'est la première chose. Affronter le réel, c'est-à-dire l'inconnu, la virginité absolue de terres extrêmes. Il faut surmonter la terreur que l'imagination engendre. C'est la peur de la page blanche aussi, cette angoisse-là. Dès maintenant, je puis tenir que le réel imaginé est terrible. C'est le plus gros des épouvantails à faire peur. Rien ne dépasse l'effroi d'un rêve cette nuit, veille du départ. Il me faut donc m'éveiller tout d'un coup. Je suis en route. Et le voilà, parti. Surprise, le réel a tout de même des douceurs pour commencer. Des douceurs, des surprises, des bonnes surprises, des récompenses, des consolations. Comme ici lors de la descente d'un fleuve, à un moment qui pour lui est un enchantement paresseux, délicat et bref. Voilà ce qu'il dit, c'est dans Équipé. Il y a surtout une fraîcheur au visage. La brise naît du calme et se lève tout d'un coup lorsque l'on passe du recueillement d'amont à la grande accélération emportée de la langue. Et c'est un tohu-bohu, un désarroi, un pugilat sans pareil, quand les remous en chandelle, les tourbillons et les girandoles viennent secouer et tosser de leurs coups contradictoires les planches plates du sampan. Vraiment, on n'imaginait pas cela. Donc vous voyez, parallèlement à l'écriture des stèles qui vont être imprégnées de ça, il y a l'écriture de cette Équipée, où il raconte son corps à corps avec le réel. Et il se rend compte que le bain dans le torrent est quelque chose d'extraordinaire. Il fait l'expérience de l'eau sur la peau. Il remarque que c'est une expérience qui est peu transcrite au niveau de l'art. La peinture s'occupe des yeux, le parfum s'occupe du nez, la musique s'occupe des oreilles, mais la peau, quel art s'occupe de la peau? Alors il part du plaisir, il évoque le plaisir de la fraîcheur de l'eau sur la peau. Dans le gros, et je vous le lis parce que je trouve ça magnifique, et je connais peu de littérature, peu de pages qui parlent de ça.
Dans le Gros Torrent, le bain est toute une aventure non prévue. Un sport vif et frais de toute la peau qui n'a pas appris à se sentir dans toutes les représentations esthétiques du nu. La littérature et la musique sont peu instructives à cet égard. Les peintres seuls ont abusé du bain et se servent couramment du nu avec une candeur ridicule. D'abord, plus que la mer informe, l'eau courante, fuyante, furieuse et cascadante a sa personnalité, sa pudeur, son étreinte, véritablement son corps à corps. On vit de l'essor du torrent, puisque l'on s'oppose à sa course, et que le premier geste en entrant dans le bain, dans le Gros Torrent, est d'avoir à s'opposer de toutes les forces à lui. Il y aura une photo qu'on verra tout à l'heure de femmes maoris dans le torrent, justement, s'opposer à ça. Et là, c'est évidemment pour la Chine, c'est pareil. C'est la première des surprises. On est puissamment bousculé. Aussitôt, les pieds heurtés aux roches ou piqués au gravat font mal. Quand enfin l'on a retrouvé son assiette, on peut goûter la saveur sans cesse à l'indéfini renouvelée de l'eau sur les pores de la peau. La peau est un admirable organe, étendu, mince et subtil, le seul qui puisse, pour ainsi dire, jouir de son organe jumeau. D'autres peaux, d'un grain égal ou différent, d'une tactilité, d'un dépoli sensible. Le regard seul a cet immédiat dans la réponse, mais voir est si différent d'être vu. Cependant que le toucher est le même geste qu'être touché. Et cependant, les poètes et grands imaginaires, si féconds en échange d'âme à travers les prunelles, à travers les mots et la voix, à travers des moments spasmodiques si grossièrement réglés par la physiologie, les poètes ont peu chanter l'immédiat et le charme et la jouissance de la peau. Dans la lutte que Ségalen met en scène entre le réel et l'imaginaire, le réel s'avère rapidement supérieur. Le réel, dit-il, mais c'est très supérieur à l'imaginaire, c'est beaucoup mieux que l'imaginaire. Voilà peu de poètes qui disent cela. Quant au réel, il triomphe avec brutalité. Le coup de plongée a réussi. J'ai brutalement étranglé ma peur du réel. Je m'en suis allé au-delà. C'est interloquant. Le réel mijoté d'avance ne s'oppose pas à l'irréel comme un gros lutteur ou maître en lutte japonaise. Il existe tout simplement et on le subit. Jeté à l'eau comme je l'ai fait, et sans cesse nageant entre deux eaux, je ne cherche plus les grandes bouffées du vent tourbillonnant. C'était cela le réel, imaginé et bien plus plein d'angoisse que faire. L'accomplissement n'a pas donné l'ivresse imaginée, mais le constat. C'est cela, c'est fait, ce n'était que cela, et l'on reste étourdi, du limité bien vite repu, satisfait, et l'on ne demande pas plus. On s'ébat avec de bons gestes d'otarie dans le bassin. Les moindres gestes éclaboussent, tant mieux, pendant la flaque sale. La boue est une coque, une défense, une armure, un vêtement. Les souliers se trouent, on marche plus librement au travers. Je connais que 2 personnes qui ont parlé comme ça du bain, de l'eau. C'est Camus, dans Nos, et probablement Gide, à certains moments. Gide parle de l'eau et de son contact avec l'eau d'une façon aussi assez extraordinaire, comme ça. Camus dans Nos, c'est certain. Donc cette espèce d'extraordinaire bain. Donc vous voyez, c'est le réel qui donne lieu à l'art, qui donne lieu à l'écriture, qui est transcrit dans l'écriture, justement. Alors même si le réel offre ses douceurs, il apparaît vite tout de même sans concession. La montagne donne l'image de l'âpreté du réel. La montagne, si bien peinte par les Chinois, elle est appréhendée par la peinture chinoise. On en aura peut-être des... c'est vrai aussi, différemment, mais c'est un peu vrai aussi dans la peinture japonaise. Elle est appréhendée comme une mer pétrifiée. Voilà, il y a la dureté, l'immobilité et l'altitude qui n'encouragent pas son approche. La mer et la montagne sont effectivement unies de cette même manière-là. La montagne ne ménage pas l'essence du voyageur, aucune douceur, ni au toucher, ni pour l'œil. Celui-ci ne se trouve aucun repère dans la vastitude qui l'entoure. Il ne peut ni se fier au mont qu'il discerne, ni se fier à quoi que ce soit, parce que derrière, il y a ce qu'on a fait, mais devant, il y a toujours un autre mont, une autre montagne, autre chose. La sauvagerie de la montagne exige la force du dompteur et la volonté de l'écrivain en même temps. Mais le dompteur, le marcheur, loin de se fatiguer, loin de se désoler,
appelle la difficulté. Fatigue ma route, dit-il, qu'elle soit âpre, qu'elle soit dure, qu'elle aille très haut. C'est la condition, l'effort, la difficulté, l'effort, c'est la condition même de la jouissance du voyageur, de la jouissance de l'écrivain, de la jouissance peut-être de l'homme qui fait effort sur lui-même pour grandir aussi, bien sûr. Sans peine, sans effort contre ceux qui se donnent comme ça, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas d'anoblissement, il n'y a pas d'agrandissement de l'homme. Il doit s'extirper, il doit se sortir de lui-même. Il n'est pas de contact possible avec le réel, pas de jouissance du réel, sans cet effort premier. Donc vous voyez, quelque chose qui est capital pour lui, qui se présente dans toute son œuvre comme une modalité nécessaire à une existence réussie, dans la mesure où cet effort-là, c'est l'effort qui prélude au réveil. À l'éveil, sortie de soi, mouvement vers le plus haut, vers l'autre, mouvement pour se dépasser. Me voici enfin à pied d'œuvre, au pied du mont qu'il faut gravir. J'entends souffler de grands mots assomptionnels, et le vent des cimes et la contemplation de la vallée, la conquête de la hauteur, le coup d'aile. Cette exaltation faudra-t-elle à l'expertise un seul coup de jambe sur le roc? La montagne, il en écrit une stèle qui s'appelle « Tempête solide ». Porte-moi sur tes vagues dures, mer figée, mer sans reflux. Tempête solide, enfermant le vol des nues et mes espoirs. Et que je fixe en de justes caractères, montagne, toute la hauteur de ta beauté. L'œil, précédant le pied sur le sentier oblique, te dompte avec peine. Ta peau est rugueuse, ton air est vaste et descend droit du ciel froid. Derrière la frange visible, d'autres sommets élèvent tes passes. Je sais que tu doubles le chemin qu'il faut surmonter. Tu entasses les efforts comme les pèlerins les pierres. En hommage à ton altitude, montagne, fatigue ma route, qu'elle soit âpre, qu'elle soit dure, qu'elle soit haut, qu'elle aille haut. Cette idée d'effort, donc, eh bien, il la manifeste, notamment, il manifeste l'admiration qu'il a devant les guerriers, l'énergie guerrière, car le guerrier, c'est celui qui fait effort, c'est celui qui a de l'énergie, c'est celui qui se bouge. Et il faut comprendre évidemment de cette manière-là son apologie des guerriers mongols qui sont extrêmement cruels. Ce n'est pas une apologie à prendre au premier degré comme l'apologie de la cruauté. Ça n'aurait aucun sens. La stèle qui s'appelle du bout du sabre, c'est une apologie justement de l'énergie guerrière. Mais l'énergie guerrière, c'est l'énergie humaine qui va dépasser les obstacles. Hein. Ce n'est pas évidemment la cruauté sanglante des Mongols. Nous autres, sur nos chevaux, n'entendons rien aux semailles. Mais toute terre labourable au trot qui ne peut courir sur l'herbe, dans l'herbe, nous l'avons courue. Nous ne daignions point bâtir muraille ni temple, mais toute ville qui se peut brûler avec ses murs et ses temples, nous l'avons brûlée. Nous honorons précieusement nos femmes qui sont toutes d'un très haut rang, mais les autres qui se peuvent renverser, écarter et prendre, nous les avons prises. Notre sceau est un fer de lance, notre habit de fête, une cuirasse où la rosée cristallise. Notre soie est tissée de crin, l'autre plus douce qui se veut vendre, nous l'avons vendue. Sans frontières, parfois sans nom, nous ne régnons pas, nous allons. Mais tout ce que l'on taille et fend, ce que l'on cloue et qu'on divise, tout ce qui peut se faire enfin du bout du sabre, nous l'avons fait. Vous voyez, hymne à cette énergie guerrière, c'est l'hymne à l'énergie vitale, naturellement, à celui qui va plus loin que la simple création de quelque chose qui ne va pas du tout durer. La stèle sur la montagne que nous avons lue se termine en fait par une ode à la beauté. En te quittant pour la plaine, montagne âpre, montagne rude, que la plaine a de nouveau pour moi de beauté. Donc, effort, mais aussi, évidemment, contemplation. Donc, chez Ségalen, nous avons cette double admiration
qui va d'abord vers l'énergie guerrière, vers l'action, et en même temps vers la contemplation, vers le plaisir de ce qui est beau, de ce qui se regarde, de ce qui se contemple, de ce qui se médite, en te quittant pour la plaine, que la plaine a de nouveau pour moi de beauté. Vous voyez, ce double mouvement qui est important. Plaisir esthétique donc, qui est un autre plaisir que mentionne, que reconnaît et que transcrit Ségalène, et où va se jouer une notion qui s'appelle l'exotisme. Donc notre deuxième fait, si vous voulez, ici, ça va être l'exotisme, le divers ou l'exotisme, et ce qu'il appelle l'esthétique du divers. Alors, après tout ce que je vous ai vu, vous n'allez pas être étonné que pour Ségalène, l'exotisme, ce n'est pas simplement le plaisir du voyage et le plaisir de l'ailleurs. Ce serait évidemment bien fade. L'exotisme dont il parle souvent, comme ce sera le cas chez Césaire, évidemment Césaire aimait Césaire, ne veut pas ni Sangor qu'on parle d'exotisme, ça va de soi. Alors, lui, il parle d'exotisme et il donne ses lettres de noblesse à l'exotisme. L'exotisme dépasse infiniment les bonheurs du dépaysement. Le poète donne sa définition du terme. L'exotisme, entendu comme tel, c'est une esthétique du divers. C'est d'ailleurs le centre, l'essence, la raison d'être de tous mes livres, dit Ségalène. Une esthétique du divers qui se trouve être le centre, l'essence, la raison d'être de tous mes livres. Et il écrit un essai sur l'exotisme dans lequel il précise « C'est par la différence et dans le divers, c'est écrit sur mes fascicules, que s'exalte l'existence. » Si l'écrivain a choisi de voyager en Chine, c'est justement parce que c'est le seul pays qui donne une diversité absolument extraordinaire. Et cette diversité, c'est la diversité de la vie. Il dit la route fuyant, donc il va falloir préparer son voyage et que le voyage traverse des paysages différents. La route fuyant tout subterfuge mécanique et relevant des seuls muscles animaux devra tour à tour s'étaler droit jusqu'à franchir l'horizon à 10 lieues de vue sur la plaine, ou se rompre et strier la montagne de festons et de lacs. Elle s'embourbera dans des marais, passera des rivières, ou bien se desséchera dans les roches. Il ne faut point choisir un climat unique. Il sera bon d'avoir tantôt froid, et si le froid dans un vent terrestre, que tout souvenir du chaud et de la brise de mer soit perdu. Et tantôt, il fera lourdement tiède dans des vallées suantes, si bien que le goût du froid sec soit oublié. Les cours d'eau n'auront pas un seul régime, mais grossiront depuis le torrent ivre et bruyant, etc., etc. Les provinces, parfois désertes, parfois seront bien plus peuplées. Et il va donc énumérer toute l'extraordinaire diversité de la Chine. Ce qui lui plaît dans la Chine, c'est cette diversité qui va donc, en quelque sorte, lui permettre de déployer sa notion d'exotisme. Alors, cette notion d'exotisme, évidemment, donc, qui lie diversité à unité, elle est encore étendue, évidemment, à la question des sexes et des genres, à des genres vivants, animaux, humains, etc. Elle est étendue à l'histoire. L'exotisme, c'est aussi dans l'histoire. Ça relie le passé, le présent et le futur. Et finalement, l'exotisme est lié à tout. Il parle de l'exotisme universel. C'est le pouvoir de concevoir autre. Le pouvoir d'imaginer autre. Non seulement de concevoir l'autre, mais d'imaginer autre que ce que nous avons en tête. En somme, résume un des exégètes de Ségalène, l'exotisme recouvre aux yeux de Ségalène toutes les différentes manifestations de l'altérité. Je conviens de nommer divers tout ce qui jusqu'aujourd'hui fut appelé étranger, insolite, inattendu, surprenant, mystérieux, amoureux, humain, héroïque et divin même. Tout ce qui est autre, y compris quand l'autre, c'est soi-même. Et dans Équipé, il ajoute, moi-même et l'autre, nous nous sommes rencontrés ici, au plus reculé du voyage. Une stèle qui reprend un texte qu'on trouvait dans un autre texte de lui qui s'appelle Briques et tuiles, et qui a pour titre Conseil aux bons voyageurs, fait l'éloge de la diversité.
L'épigraphe signifie ce qu'il faut nécessairement savoir pour suivre sa route. Donc cet éloge de la diversité à travers les conseils aux bons voyageurs. Ville au bout de la route et route prolongeant la ville. Ne choisis donc pas l'une ou l'autre, mais l'une et l'autre, bien alternées. Vous voyez que ce sont des conseils de vie, évidemment, à travers ça. Hein. Ce sont des conseils qui couvrent une attitude entière. Montagne encerclant ton regard, le rabat et le contient que la plaine ronde libère. Aime à sauter roche et marche, mais caresse les dalles où le pied pose bien à plat. Repose-toi du son dans le silence, et du silence daigne revenir au son. Seul si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu'à la foule. Garde bien d'élire un asile. Ne crois pas à la vertu d'une vertu durable. Romps-la de quelque forte épice qui brûle et morde et donne un goût même à la fadeur. Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans lit-colle et sans étable, sans mérite ni peine, tu parviendras, non point ami au marais des joies immortelles, mais au remous plein d'ivresse du grand fleuve diversité. Le fleuve, que le poète caractérise comme le lieu poétique par excellence, le fleuve, c'est l'eau en mouvement. L'eau reconstitue, l'eau donne naissance. Or, l'exotisme doit être comme cette eau, créateur, l'exotisme. L'exotisme doit préluder à tout sentiment d'art. Évidemment, il ne serait pas question de se contenter de décrire la réalité. Vous voyez bien, l'auteur ne peut pas faire un commentaire de la réalité. Il doit faire, à partir de l'exotisme du divers, il doit faire œuvre précisément de retranscription. Il dit à son lecteur, réellement, vous n'attendiez pas une représentation d'objets. Derrière les mots que je vais dire, il y a parfois des objets, mais parfois aussi des symboles, souvent des fantômes historiques. N'est-ce pas assez pour vous plaire? Il faut aller plus loin. Si le goût du divers tend donc à l'altérité, au goût de l'altérité, il en vient très logiquement à une autre notion, qui est le goût de la réciprocité. Le mouvement créatif du poète appelle le mouvement en retour du lecteur. Il n'y a pas de possibilité d'écriture, de peinture, d'œuvre d'art, s'il n'y a pas dialogue avec celui qui regarde et qui écrit. Donc, laissez-vous donc surprendre, dit Ségalen, par ceci qui n'est pas un livre, mais un dit, un appel, une évocation, un spectacle. Et vous conviendrez bientôt que voir, comme il en est question ici, c'est participer au geste dessinant du peintre ou de l'écrivain. C'est se mouvoir dans l'espace dépeint. C'est assumer chacun des actes peints. On peut dire ça pour un lecteur aussi. C'est assumer chacun des mots, le reprendre, le vivre et faire une œuvre qui aille ensemble. Pour les gens qui font de la littérature ici, c'est extrêmement important cette conception du lecteur qui vient en quelque sorte évidemment, qui vient compléter et qui vient parfaire de celui qui regarde une œuvre d'art, qui vient parfaire l'œuvre d'art. L'auteur ajoute « Ceci ne peut se suffire d'être entendu, mais veut être vu. Ceci est une œuvre réciproque. De mon côté, une sorte de parade, une montre, un boniment, mais très inutile, déplacé et fort ridicule s'il ne trouvait en vous son retentissement et sa valeur. Donc, une certaine attention, une certaine acceptation de vous et de moi, un certain débit, une abondance, une emphase, une éloquence sont également nécessaires. Convenez de cette double mise en jeu. Vous voyez, donc, c'est ce travail qui est un travail vraiment de communion. Donc, altérité, réciprocité et enfin disponibilité. Ségalen célèbre enfin cette vertu de disponibilité, c'est-à-dire d'ouverture à l'avenir, ce qui doit advenir, le possible, ce qui est espéré, ce qui est attendu. Et il écrit pour cela une curieuse stèle qui s'appelle décret, qu'il faut comprendre comme ceci. J'en lis qu'une petite partie. Ceci n'est pas un geste qu'on incruste. Acceptons les hauts faits accomplis, saluons l'avènement libre des autres qui viendront peut-être. Donc, c'est-à-dire donner sa chance à ce qui n'existe pas encore.
il faut que vous compreniez bien toutes, j'allais dire, toutes les conséquences ou tout ce qui suit de ce que nous dit ici Ségalène dans l'écriture. Hein. C'est vraiment une philosophie de la vie. Hein. Donner sa chance à ce qui n'est pas encore écrit, ce qui n'est pas encore dit, ce qui n'est pas encore réalisé. Cette femme-là, elle exalte les genres de beauté, chaque maintien d'elle appelle un trait fameux, l'ombre délicate d'une héroïne. Mais donnons un poème à celle, on ne peut dire qui elle est, ni pourquoi elle est belle. Et parmi les noms dynastiques, enclavant le vide d'un qui n'eut pas d'aube et n'aura pas de deuil. Honoré du titre souverain, l'empereur qui aurait pu l'être, et qui ne daigne point promulguer d'autres édits. Écrire sur le sable, il n'y en a qu'un qui fasse quelque chose de, pour moi aussi de semblable, très intéressant, c'est Saint John Perse, qui a une même visée. Donc, ce n'est pas, comme vous pourrez le croire, l'absence d'être, l'irréalité, évidemment, que célèbre le poète. C'est quoi? C'est la potentialité. C'est la possibilité, la disponibilité à un avènement qui n'est pas réalisé. Il faut que l'être soit ouvert à ce possible, à ce qui est possible, à ce qui n'est pas encore prouvé, à ce qui n'a pas donné ses lettres de noblesse. Et c'est ainsi qu'il fait l'éloge de la jeune fille. Alors il faut pas avoir l'œil de DSK pour lire cet éloge de la jeune fille, évidemment. Il faut avoir l'œil, le pauvre, il va servir d'emblème, je pense. Il faut avoir évidemment l'œil de ce Ségalène et de cet esprit justement d'ouverture à la disponibilité quand il fait cet éloge. Magistrats, dévoués aux épouses, vos arcs triomphaux, enjambez les routes avec la louange des veuves obstinées, usez du ciment, du faux marbre, de la boue séchée, pour dresser les mérites de ces dames respectables, c'est votre emploi. Je garde le mien, qui est d'offrir à une autre un léger tribut de parole, une arche de buée dans les yeux, un palais trouble dansant au son du cœur et de la mer. Ceci est réservé à la seule jeune fille, à celle à qui tous les maris du monde sont promis, mais qui n'en tient pas encore, à celle dont les cheveux libres tombent en arrière, sans emploi, sans fidélité, et les sourcils ont l'odeur de la mousse, à celle qui a des seins et qui n'allait pas, un cœur et qui n'aime pas, un ventre pour les fécondités, mais décemment demeure encore stérile, à celle riche de tout ce qui viendra, qui va tout choisir, tout recevoir, tout enfanter, peut-être. À celle qui, prête à donner ses lèvres à la tasse des épousailles, tremble un peu, ne sait que dire, consent à boire et n'a pas encore bu. Après ces deux aspects que nous venons de voir, reste le dernier aspect, qui concerne les deux empires et cet empire du milieu. Alors, je vous l'ai dit, il y a une cinquième orientation, après l'orientation des 4 points cardinaux, une cinquième orientation que l'auteur appelle le milieu, qui est très important dans le... Évidemment, c'est très chinois, naturellement. C'est aussi ce qui prélude à son roman René Leys, qui raconte l'histoire d'un personnage fasciné par la cité interdite, et qui est tellement fasciné par cette cité interdite qu'il est devant, il a appris le chinois, il a lu des livres, il a vu des choses, il tourne autour, il regarde, il voudrait rentrer, il voudrait connaître, il est dans une fascination inouïe, tellement inouïe, qu'il a dit cette fascination à son jeune professeur de chinois. Et son jeune professeur de chinois va peu à peu, au fil des soirées, lui raconter qu'il est en fait quelqu'un qui connaît bien l'intérieur de la cité interdite. Qu'en fait, il connaît bien le jeune dernier empereur qui a été tué, il le connaissait bien, il était son ami. Qu'en fait, il est très lié au régent. Qu'en fait, etc., etc. De plus en plus et de plus en plus sidérant, il est sous la fascination de ce qui se dit. Mais est-ce que ce qui se dit est vrai? Qu'est-ce qui a créé l'écriture? Qu'est-ce qui a créé l'histoire? N'est-ce pas son propre désir qui est venu créer cette histoire? Ouais, là, c'est absolument fascinant de ce point de vue-là. Donc, fascination évidemment pour le milieu, l'empire du milieu. Et il va écrire donc une stèle qui s'appelle « Perdre le milieu quotidien », dont l'épigraphe signifie, et c'est évidemment très important, qu'il est difficile d'être soi. Et on retrouve le Ségalène qui disait, ce qui est intéressant,
pour moi, c'est de me dépouiller de tout ce qui n'est pas moi, qu'il est difficile d'être soi, c'est-à-dire se retrouver en son centre, en son milieu. Traverser des cours, des arches, des ponts, tenter les chemins bifurqués, m'essouffler aux marches, aux rampes, aux escalades, éviter la stèle précise, contourner les murs usuels, trébucher ingénument parmi ces rochers factices, sauter ce ravin, m'attarder en ce jardin, revenir parfois en arrière, et par un lacis irréversible égarer enfin le quadruple sens des points du ciel. Tout cela, amis, parents, familiers et femmes, tout cela, pour tromper aussi vos chères poursuites, pour oublier quel coin de l'horizon carré vous recèle, quel sentier vous ramène, quelle amitié vous guide, quelle bonté menace, quels transports vont éclater. Il faut donc oublier tout cela pour se trouver soi-même. Mais, perçant la porte en forme de cercle parfait, débouchant ailleurs, au beau milieu du lac en forme de cercle parfait, cet abri fermé, circulaire au beau milieu du lac, et de tout confondre, de l'Orient d'amour à l'Occident héroïque, du midi face au prince au nord trop amical, pour atteindre l'autre, le cinquième, centre et milieu, qui est moi. Plus familier des allégories que des métaphores, Ségalen, du jour où il voit Pékin, comme je vous l'ai dit, ville qu'il aime passionnément, fait de la cité interdite l'allégorie de son monde intérieur. C'est aussi le château dont parle Thérèse d'Avila, château intérieur, etc. Donc la cité interdite, quand il en parle, ça n'est pas seulement la cité interdite, c'est cet intérieur de moi, ce que Marie-Noël appelle aussi son jardin, son paysage intérieur, enfin comme beaucoup de gens, et il en parle dans Cité violette interdite. Elle est bâtie à l'image de Pékin, capitale du Nord, sous un climat chaud à l'extrême ou plus froid que l'extrême froid. Alentour, les maisons des marchands, l'hôtellerie ouverte à tout le monde avec ses lits de passage, ses mangeoires et ses fumiers. En retrait, l'enceinte hautaine, la conquérante aux âpres remparts, au-dedans, au château d'angle pour mes bons défenseurs. Au milieu, cette muraille rouge, réservant au petit nombre son carré d'amitié parfaite. Mais centrale, souterraine, supérieure, pleine de palais, de lotus, d'eau morte, de nuques et de porcelaine, est ma cité violette interdite. Je ne la décris pas, je ne la livre pas, j'y accède par des voies inconnues. Unique, unique et solitaire, mâle étrange dans ce troupeau servant, je n'enseigne pas ma retraite. Ce royaume, que tout homme instaure au fond de lui, est selon Ségalen une ère unique, sans date et sans fin, au caractère indicible. Le poète en salue l'insaisissable richesse dans une stèle dont l'importance est telle à ses yeux qu'il l'a mise à part, complètement à part, immédiatement après la préface. Elle s'appelle « Sans marque de règne » et son épigraphe signifie « sans avènement dynastique ». Sans avènement dynastique. Nous touchons à notre fin pour les gens qui ont faim. Sans marque de règne. Honorer ER, les sages reconnus. Dénombrer les justes. Redire à toutes les faces que celui-là vécut et fut noble et sa contenance vertueuse. Cela est bien. Cela n'est pas de mon souci. Tant de bouches en dissertent. Tant de pinceaux élégants s'appliquent à calculer formules et formes, à calquer formules et formes. Attentif à ce qui n'a pas été dit, soumis par ce qui n'est point promulgué, prosterné vers ce qui ne fut pas encore, je consacre ma joie et ma vie et ma piété à dénoncer des règnes sans années, des dynasties sans avènement, des noms sans personne, des personnes sans nom, tout ce que le souverain ciel englobe et que l'homme ne réalise pas. Que ceci donc ne soit point marqué d'un règne, ni alors là il va se donner des règnes, mais de cette ère unique, sans date et sans fin, au caractère indicible que tout homme instaure en lui-même et salue, à l'aube où il devient sage et régent du trône de son cœur. Ethnologue, archéologue, Ségalen, qui est aussi médecin, connaît l'érosion du temps sur les constructions des hommes. Il ne se surge pas contre la mort des choses, pas plus que celle des hommes.
il fait hommage au périssable dans la mesure où le périssable ne concerne pas le cœur humain. Le cœur humain, lui, est vivace et vivant et durable. C'est en effet en l'homme, et ça dans Nos, justement, Camus le dit bien, c'est en l'homme que l'immuable demeure. Que le reste passe n'a pas d'importance. Fous les hommes qui veulent et pensent pouvoir lutter contre le temps, qui érigent des œuvres en pensant qu'elles vont durer, qui bâtissent en pensant que ça va durer. Tout ça va sombrer sous le temps, plus ou moins rapidement, mais tout ça va être érodé par le temps. Et ces gens qui pensent bâtir dans la pierre ou dans le bois, mais bâtir dans quelque chose d'autre que le cœur de l'homme, ces gens-là sont des barbares. Ils renversent la proposition. Le barbare, ce n'est pas seulement celui qui détruit. Le barbare, c'est celui qui fonde, mais qui fonde ailleurs que dans le cœur de l'homme. Ces barbares, écartant le bois et la brique et la terre, bâtissent dans le roc afin de bâtir éternel. Ils vénèrent des tombeaux dont la gloire est d'exister encore, des ponts renommés d'être vieux, des temples de pierre trop dures dont pas une assise ne joue. Ils vantent que leur ciment durcit avec les soleils, les lunes meurent en polissant leurs dalles. Rien ne disjoint la durée dont ils s'affublent, ces ignorants, ces barbares. Mais rien d'immobile n'échappe aux dents affamées des âges. La durée n'est point le sort du solide. Si le temps ne s'attaque à l'œuvre, c'est l'ouvrier qui est mort. Fondez sur le sable, ça aussi Saint John Perse le dit. Mouillez copieusement votre argile, montez les bois pour le sacrifice. Bientôt le sable cédera, l'argile gonflera, le double toit criblera le sol de ses écailles. Toute l'offrande est agréée. Point de révolte. Honorons les âges dans leurs chutes successives et le temps dans sa voracité. Les choses donc meurent et pourtant, ce qui demeure, c'est dans le cœur des hommes. Et les stèles, peut-être, marquent ce qui demeure. Les stèles, seules immobiles contre le défilé, voici les pierres mémoriales que nul ordre de marche ne peut toucher ni ébranler. Elles demeurent. Les stèles, c'est-à-dire, c'est la poésie, c'est la parole au fond de l'homme, évidemment. Alors, une petite conclusion. À son arrivée en Polynésie, Ségalen, c'est un tout jeune homme. Et je vous ai dit qu'à la suite de Gauguin, il est fasciné par une civilisation dont il sent en train de mourir. Deux caractéristiques dans cette civilisation suscitent son enthousiasme. D'abord, l'harmonie parfaite du corps et de l'esprit, qui s'exprime dans la joie et dans l'expression de la joie qu'il a guettée. Et ensuite, un sens aigu du sacré, que nous perdons, constate-t-il, et qui est dans toute chose, et qui justement habite et imprègne toute chose. Ségalen se rend compte de la perte de cette civilisation et il écrit justement pour faire durer. Il écrit les immémoriaux justement pour lutter contre cette mémoire qui se perd. Quand il arrive en Chine, de nouveau, il est devant une civilisation qui est en train de mourir. Cette fois-ci, c'est une civilisation qui n'est pas exclusivement orale, qui a de l'écrit. Alors il va travailler sur l'écrit et reprendre quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit, c'est-à-dire la stèle. Mais il va créer ses propres stèles, user simplement de ce style pour fondre sa poésie dedans. Et ce qu'il importe donc, ça va être de dire l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait l'homme immuable dans le mouvement perpétuel et perpétuellement divers de la vie. Tout ce qu'il pensait avoir perçu de l'homme au cours de ses longues équipées, comme de ses innombrables recherches, Ségalen l'a donc dit et donné à dire et à lire. Reste ce qu'il avait conscience de ne pas pouvoir montrer. Cette reconnaissance de l'inconnu, de l'indicible, reconnaissance fondamentalement sacrée qui existait chez les Polynésiens, eh bien, justement, il essaye de le montrer du doigt. Il essaye de le pointer du doigt, et notamment dans une stèle très importante qui s'appelle nom caché, et qui est celle-ci. J'en dis juste un petit peu. Le véritable nom n'est pas celui qui dort les portiques, illustre les actes, ni que le peuple mâche de dépit. Le véritable nom, avec un N majuscule, n'est point lu dans le palais même, ni au jardin, ni aux grottes, mais demeure caché par les eaux sous les voûtes de l'aqueduc où je m'abreuve. Seulement dans la très grande sécheresse, quand l'hiver crépite son flux,
quand les sources bassent à l'extrême s'encoquillent dans leur glace, quand le vide est au cœur du souterrain et dans le souterrain du cœur, où le sang même ne roule plus, sous la voûte alors accessible, se peut recueillir le nom. Mais fondent les eaux dures, débordent la vie, viennent le torrent dévastateur plutôt que la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est un moment où la connaissance elle-même du divers, qui a tellement fasciné Ségalène, cette connaissance, il faut l'abdiquer. Il faut aller au-delà de la connaissance. Il faut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles à la connaissance, que la connaissance ne va pas atteindre. C'est tout. C'est fini. Qu'attendez-vous? Vous êtes là. Vous m'avez bien écouté jusqu'au bout. Merci. Je vous sais gré, mes compagnons, mes complices. Vous m'avez permis de baigner d'air étendu ces peintures trop longtemps pliées au fond de moi. Elles m'obsédaient de leur vouloir être vues. Maintenant, je puis regarder ailleurs. Mais vous, emportez-les au fond de vos yeux. Ne croyez pas que les mots que j'ai dits contiennent tout ce que lumière et joie dessinent dans le lieu du monde, qu'ils soient de Chine, d'ailleurs, ou d'ici autour de vous. Tant de choses entreaperçues ne pourront jamais être vues. C'est le dernier.